Merci, bonjour et bienvenue à cette session qui va durer 3 quarts d'heure. Moi, je me présente, je m'appelle Jérôme Cohen, j'ai fondé Engage, qui est une organisation qui vise à impliquer les citoyens et les organisations dans les grandes transitions sociales et environnementales. Je pense que vous voyez ce que ça veut dire. Et puis, j'ai fondé plus récemment un projet qui s'appelle Le Grand Défi des entreprises pour la planète, qui est notamment inspiré de la Convention citoyenne pour le climat, mais adapté au monde économique. Alors, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui s'intitule exactement « Quand l'ancrage territorial et l'utilité sociétale ne font plus qu'un », qui nous semble être à tous les 5 une problématique fondamentale, car l'on sait aujourd'hui que beaucoup des réponses aux enjeux environnementaux, qu'ils soient climatiques et, j'insiste, de biodiversité, on en parle moins, seront locales, territorialisées, et que cette transition environnementale et sociale se doit d'être juste socialement. Ça, c'est aussi pour nous une dimension fondamentale. Fondamentale aussi parce qu'il nous semble que l'appropriation des solutions et leur émergence nécessite un dialogue très fourni, me semble-t-il, entre les différentes parties prenantes sur un territoire, que ce soit les pouvoirs politiques, les associations, les ONG, les entreprises, les citoyens. Et il nous semble il me semble en tout cas que rien ne se fera d'utile et d'impactant sans cette convergence entre ces différents acteurs. Et bien justement, ça tombe bien parce que nous avons 4 représentants de ces parties prenantes, j'aime pas le mot, on va dire de ces acteurs de ces territoires, qui tous travaillent, me semble-t-il, avec la même ambition de cette transition, mais à des places, avec des missions qui sont différentes. Donc moi, j'ai tenu mes 2 minutes. Maintenant, à vous de tenir les 7. Voilà. Alors, on va commencer par vous, justement, Isabelle April. Vous êtes directrice de l'innovation sociétale et des nouveaux modèles économiques chez Sodexo. Et puis, plus particulièrement, CEO d'un nouveau projet qui nous a semblé absolument passionnant, qui s'appelle Passerelle. Est-ce que vous pourriez commencer par nous évoquer ce projet que vous avez lancé il y a à peu près 3 ans? Chère Isabelle. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion de présenter effectivement ce nouveau modèle économique qui se différencie du modèle classique chez Sodexo et globalement d'un modèle classique par le fait que pour le concevoir, on est parti des impacts qu'on veut avoir sur un territoire et du choix des territoires sur lesquels on veut avoir ces impacts. Et donc on a choisi comme terrain d'expérimentation la France d'abord, et particulièrement les quartiers prioritaires de la politique de la ville, parce que ce sont des territoires moins favorisés et que c'est particulièrement là qu'on peut avoir un impact plus fort. Ces impacts, ils sont au nombre de 3. D'abord, comment Sodexo peut contribuer à développer l'employabilité des habitants de ces territoires. On est un gros employeur de main-d'œuvre qu'on forme, qu'on accompagne, qu'on insère. Et donc, à ce titre-là, il nous semble qu'on peut avoir un impact très fort auprès de ces populations qui cherchent des emplois. Et puis, deuxième impact, c'est toujours lié à notre cœur de métier historique, comment on peut améliorer la santé par l'alimentation. On a cette expertise en interne et il nous semble que partager avec le plus grand nombre, ça peut créer de la valeur. Et enfin, le dernier impact qu'on recherche, et c'est sur cette base-là qu'on a conçu ce nouveau modèle, c'est comment on peut concrètement, par le choix qu'on a fait de s'ancrer dans ces territoires, par le biais de bâtiments dont je parlerai tout à l'heure, comment on peut contribuer à l'attractivité de ces territoires et à la cohésion sociale. Donc autour de cette feuille, à partir de cette feuille de route, on a conçu un bâtiment qui est, alors on parle beaucoup de tiers-lieux, moi je dirais c'est un lieu hybride dans lequel on héberge un certain nombre d'activités qui sont toutes tournées vers les impacts qu'on recherche, c'est-à-dire toutes ont une utilité par rapport à l'employabilité, à la santé par l'alimentation ou à la cohésion sociale. Et donc on a un premier pilote qui a vu le jour à Clichy-sous-Bois, donc c'est un bâtiment qui s'appelle La Passerelle, tout comme ce modèle, qui est hébergé au sein d'une structure nouvelle au sein de Sodexo, qui est une structure de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on aurait pu faire tout ça sous l'angle de la philanthropie. C'est absolument pas le choix. On a voulu pérenniser ces actions, ce modèle. Et donc, tout ça s'appuie sur un moteur économique, sur un cœur économique qui est un outil de transformation qu'on appelle une légumerie dans notre jargon.
C'est un outil où on va transformer la production agricole locale pour en faire des produits prêts à consommer, prêts à cuisiner, qu'on va commercialiser. Et sur la base de ce cœur économique, on va pouvoir développer et soutenir d'autres actions. Alors concrètement, dans ce bâtiment qui a vu le jour il y a quelques mois à Clichy-sous-Bois, donc on a conçu et construit, on a donc créé des services qui tous sont adaptés aux besoins du territoire. Il y avait un problème de place en crèche, qui est un vrai frein périphérique à l'emploi. Donc on a créé une crèche pour accueillir 21, dans laquelle il y a 21 berceaux. On a construit une salle de formation parce que c'est un territoire qui en manquait. Et on a construit un espace qui est dédié à toutes les animations, tous les ateliers qu'on va pouvoir proposer aux habitants du territoire. Donc voilà, c'est ce lieu hybride sur lequel on travaille, et c'est ça que le modèle, la passerelle, c'est ce modèle-là, ancré dans un territoire, qu'on a conçu avec les acteurs locaux, et c'est vraiment fondamental pour nous dans notre démarche. C'est-à-dire qu'on croit beaucoup au fait que s'ancrer dans un territoire et créer de nouvelles alliances avec des acteurs locaux, publics comme privés, c'est ce qui pourra faire changer les choses. Et donc on est dans une logique très d'impact. Et très concrètement, sur ce modèle-là, enfin sur cette passerelle-là, pardon, on crée une vingtaine d'emplois directs. On entend toucher à peu près 500 personnes par an au travers des ateliers et des actions qu'on va mener. Et puis, on veut emmener une centaine de personnes dans des parcours vers l'emploi, alors dans des emplois chez Sodexo, mais pas seulement. Notre idée, c'est vraiment de créer des parcours depuis le sourcing, l'accompagnement jusqu'à l'emploi. Alors, on est un gros employeur et on a plus d'une centaine de métiers, donc on a un terrain de jeu intéressant, mais on entend ouvrir ces parcours-là à d'autres entreprises partenaires. Tout est fondé sur, même si c'est une initiative privée de Sodexo, un financement de Sodexo, toute la valeur du projet tient dans les alliances qu'on peut créer avec les acteurs publics sur le territoire et d'autres acteurs privés. Alors du coup, je rebondis, j'ai deux questions, chère Isabelle. La première, c'est que vous parlez de travail avec les acteurs locaux. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précise et nous citer les acteurs avec qui vous travaillez avec Clichy-sous-Bois? Et deuxième question qui est liée, c'est vous parlez de business model qui n'est pas de la philanthropie, donc ça c'est fondamental et intéressant. Et quelle est la particularité, la singularité de votre business model? Deux questions. Donc. Alors, le tout premier partenaire que je voudrais saluer ici, c'est le maire actuel pour pas très longtemps de Clichy-sous-Bois, qui est Olivier Klein. C'est lui qui a cru en ce projet, c'est lui qui nous a accompagnés pour trouver un terrain sur lequel on a conçu et construit ce bâtiment. C'est avec lui et ses équipes qu'on a identifié les besoins qu'on était en mesure de combler par rapport au manque sur le territoire. Donc ça c'est vraiment un partenaire fondamental dans le modèle. Et puis très concrètement sur les sujets d'employabilité, on est aujourd'hui en contact permanent et en travail collaboratif avec Pôle emploi, la mission locale, les associations qui sont, elles, en contact avec les habitants qui sont en recherche d'emploi. Donc voilà, on a déjà ces partenaires-là. Et puis plus globalement sur la santé, il y a un certain nombre d'associations qui sont déjà très actives. L'idée, c'est pas d'arriver en expliquant ce qu'il faut faire, c'est vraiment de trouver le moyen d'apporter plus de valeur sur le territoire avec les moyens dont on dispose. Et donc le business model? Alors le business model, je disais tout à l'heure, c'est en fait une légumerie. Donc c'est une activité qui est proche, qu'on connaît bien, où on va transformer, encore une fois, des produits agricoles qu'on va sourcer localement et qu'on va vendre dans des circuits de distribution à la fois internes et externes. Donc on vend des produits végétaux transformés, des salades, des sandwichs, voilà. Mais alors, justement, vous avez prononcé tout à l'heure le mot innovant. Oui. Hein? En quoi le business model de cette légumerie ou du lieu est-il innovant? C'est quoi là, je ne l'ai pas saisi. Alors, l'innovation. L'innovation, elle est dans le cœur et l'objectif premier de la passerelle. Si on avait voulu faire une légumerie, on serait allé certainement dans une zone industrielle quelconque. Peut-être Rungis, pourquoi pas. Ouais. En tout cas, on n'aurait pas choisi la difficulté, parce que c'en est une, de s'ancrer dans un territoire. L'objectif majeur de ce modèle, il est de créer de l'impact
pour les habitants et d'engager les habitants. Ce modèle ne tiendra pas si on n'est pas en mesure d'apporter de la valeur que les habitants vont percevoir et qu'ils vont mesurer. Parce qu'encore une fois, ce lieu est hybride. Il ne s'agit pas de mettre seulement une légumerie, mais bien de faire vivre tous les étages de ce bâtiment au bénéfice des habitants. Et ça, c'est nouveau. Ce qui est nouveau aussi, c'est le fait que ce soit une initiative de Sodexo. On est dans des métiers où on répond souvent à des appels d'offres, à des demandes formulées. Là, ce n'est pas le cas. C'est vraiment une initiative que nous avons prise. Je vois que l'heure tourne, hélas. Voilà. Votre temps est compté, mais il n'est pas fini, Isabelle. J'avais une dernière question. Du coup, quel résultat, parce que qui dit business model, malheureusement, dit résultat concret. Sinon, on n'y arrive pas. Donc, à la fois, quel résultat concret vous attendez à court terme, enfin, pour l'espace de Clichy-sous-Bois, et en termes de déploiement du projet plus largement, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots à 3 ans, à 5 ans, je ne sais pas. Alors, concernant Clichy-sous-Bois, on a une mesure d'impact qui est liée aux impacts qu'on recherche, bien sûr. Donc, je vous disais, il y a une centaine de personnes qu'on veut accompagner dans des parcours vers l'emploi. On veut compter parmi les bénéficiaires des ateliers qu'on va initier dans ce bâtiment à peu près 500 personnes du quartier. On a créé déjà une quinzaine d'emplois. À terme, on sera sur une vingtaine d'emplois. En termes on cherche l'équilibre économique. Et l'ambition en termes de déploiement, c'est vraiment d'avoir 10 autres passerelles en France sur le territoire national d'ici 2025. Donc, vous voulez aller vite, parce que ça s'est fait en 3 ans, le premier, et dans 3 ans, vous êtes x10, en fait. Exactement. Okay. On n'attend pas 10 ans de retour d'expérience, on y croit beaucoup et on lance le développement tout de suite. Ok, super, merci. On va continuer avec Sébastien de Vaucet. On continue avec les grosses entreprises, logotisées. Tout à fait. Cher Sébastien, vous êtes directeur de clientèles institutionnelles au sein alors c'est la Caisse d'épargne, je crois. Bon, Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, c'est ça. Est-ce que vous pourriez rapidement présenter votre groupe et puis ce que ça veut dire, quelles sont vos responsabilités? Oui, bien sûr. Clientèle institutionnelle, ça couvre l'ensemble des acteurs qui agissent en fait sur le territoire, puisque ça couvre les collectivités au sens très large, avec l'ensemble de leurs satellites, les bailleurs sociaux et le grand monde de l'économie sociale et solidaire. Ce qui est intéressant peut-être de souligner sur le modèle de la Caisse d'épargne Île-de-France, c'est que c'est une banque qui est ancrée sur son territoire. Et dans ce sens-là, c'est peut-être l'illustration du modèle de circuit court par excellence, puisque nos clients sont sur le territoire de l'Île-de-France. L'épargne que l'on collecte de nos clients est réinvestie systématiquement sur des projets exclusivement sur l'Île-de-France. Donc ça, c'est vraiment une particularité propre à notre modèle. La deuxième, c'est que l'on couvre tous les clients. Donc bien sûr, on a un francilien sur 4 qui est client de la Caisse d'épargne, mais aussi justement les acteurs qui font la transformation de l'Île-de-France. Je pense aux acteurs de la santé, les hôpitaux, les acteurs de l'aménagement, des transports. Je pense au logement. Je parlais des bailleurs sociaux. C'est un acteur très important dans le logement social. Et puis, ce qui fait le lien entre les individus sur le territoire, et ça a été très bien présenté, c'est les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qu'ils soient petits, grands, mais de tout ce monde associatif au sens large, fait le lien et on accompagne justement à travers, justement pour qu'ils puissent accélérer leur démarche. Et puis peut-être la troisième spécificité, comme on est un groupe mutualiste, coopératif, finalement on n'a pas d'actionnaires, mais on a des sociétaires, et ces sociétaires, ce sont nos clients, donc finalement la boucle est bouclée puisqu'on leur rend des comptes sur le territoire, et ce qui les intéresse, c'est qu'on agisse autour d'eux sur leur bassin de vie. Et vous, dans tout ça? Alors, ça, c'est justement le modèle. Ça fait 200 ans qu'on existe, donc finalement, c'est presque un acquis pour nous. On a voulu aller plus loin, et on parlait d'innovation tout à l'heure. On a co-construit certaines offres avec nos clients pour aller au-delà et pour pouvoir avoir des impacts concrets qui dépendent de leurs attentes, justement. Je
pense pour illustrer ça, il y a deux exemples qui nous paraissent assez significatifs. Le premier, c'est au cœur du confinement, du premier confinement de la crise Covid en 2020. On a innové en co-construisant avec les bailleurs sociaux et les promoteurs immobiliers une offre de prêt à impact. L'idée est assez simple. Alors pourquoi ces acteurs-là ? Parce que l'immobilier, l'immobilier au sens large, l'habitat représente en Île-de-France plus de 60% des émissions carbone. Donc c'est clairement un sujet qui nous apparaissait important. Et pourquoi à impact ? Parce que en fait, on a cherché à cultiver notre ADN à travers deux axes. Le premier, fixer des objectifs extra-financiers à nos clients bailleurs et promoteurs extra-financiers, donc soit avec un engagement fort d'atteindre des objectifs annuels sur des aspects environnementaux liés à leur patrimoine immobilier, ou soit justement sur des actions sociales d'inclusion des personnes les plus fragiles, notamment des sorties de la rue, notamment. Et le deuxième aspect, c'est que finalement, pourquoi un impact ? Nous, notre engagement, c'est que si ces objectifs sont atteints annuellement, en fait, on leur reverse une partie des intérêts qu'ils nous ont versés. Et ces intérêts, dans une convention tripartite avec nos clients, on définit une association qui va bénéficier de tout ou partie de cette bonification. Donc, finalement, qui est locale, elle aussi, qui est ou pas ? Pas forcément. Alors, c'était pour boucler la boucle. Ouais, fois, tout à fait. Elle est, en fait, pour être franc, au début, on s'était dit, on va prendre des associations sans limite. Et finalement, nos clients nous ont tous demandé d'accompagner des associations qui agissent, par exemple les bailleurs sociaux, qui agissent pour leurs locataires. Et donc, c'est souvent des petites associations locales sur le territoire. Et comme on a vraiment co-construit cette offre, ça nous a semblé parfait pour boucler la boucle, effectivement. Merci. Et puis, vous vouliez parler d'un autre projet qui s'appelle, si j'ai bien retenu, le prêt de revitalisation. Oui, ça c'est une seconde idée, qui part finalement d'une contrainte, en tout cas d'une obligation réglementaire, puisque toute société de plus de 1000 salariés qui met en place un plan de licenciement collectif sur un territoire a une obligation de revitalisation. Cette obligation, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle doit contribuer financièrement à la recréation des emplois. Alors, partant de cette base-là et accompagné d'un cabinet qui accompagne ces entreprises-là, qui s'appelle Alixio, on a proposé de monter des fonds par département, donc c'est vraiment local, par département pour financer des entreprises qui s'engageraient à créer des emplois. Donc nous, finalement, on intervient en collaboration avec l'entreprise qui a mis en place son plan, et on crée un effet de levier en créant un fonds, en abondant le fonds, et en offrant, on a un engagement entre 12 et 36 mois pour financer des entreprises à taux zéro. Donc il y a taux zéro, sans garantie, non affecté. C'est vraiment c'est le prêt le plus facile à obtenir, j'allais dire. La seule contrepartie, c'est que l'entreprise s'engage à créer des emplois. Et c'est une façon pour nous sur le territoire de finalement renouveler le cycle de vie, parce qu'il y a certes des entreprises qui vont moins bien et qui sont obligées de licencier, mais via cette obligation, on arrive à recréer des emplois. Question de Béotien, si l'entreprise qui a eu un prêt au bout de, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas quel est le terme, ne crée pas ses emplois, il se passe quoi ? Elle a un devoir de rembourser l'ensemble de ses biens avec des intérêts. Avec des intérêts. Ok. Finalement, là, vous avez partagé deux projets qui sont des prêts pour soutenir la transformation sociale et environnementale, l'implication, la dimension aussi de retour à l'emploi ou d'accès à l'emploi. Qu'est-ce que vous tirez par rapport, évidemment, à l'enjeu qui est le nôtre dans cette table ronde ? Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion, comme enseignement de ces deux activités ? Je dirais que la maille locale est sans doute la plus efficace pour agir sur un territoire. Si je prends l'exemple des prêts de revitalisation, aujourd'hui, c'est des fonds qui représentent 12 millions d'euros et c'est un équivalent de postes créés, de 780 postes créés. Donc c'est significatif.
De la même façon, quand on accompagne des associations dans le cadre du prêt à impact, selon les montants, bien sûr, les intérêts ne seront pas du même niveau, mais ça peut aller jusqu'à accompagner la création d'un poste auprès d'associations qui sont parfois qu'une dizaine de personnes sur vraiment des bassins de vie. Et donc, c'est très significatif pour eux. Ou alors, le remplacement, on parle aujourd'hui du remplacement de beaucoup de véhicules pour pouvoir rentrer dans des zones à zéro carbone. Ça permet de remplacer des véhicules pour pouvoir déplacer des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite. Donc c'est très concret et ça, finalement, ça se fait parce que des acteurs, et vous en parliez en introduction, c'est des acteurs locaux qui s'associent, une banque, une association, une entreprise, et qui finalement ont un projet commun, mais ça se fait, on arrive à trouver la solution dans le local. Merci pour ces deux partages d'expérience. Ce qui est intéressant, c'est de travailler, d'échanger à partir du concret. On va quitter le monde des grands groupes, même si ces grands groupes ont des activités à part, d'une certaine façon, dans la Sodexo, et travaillent avec le tissu associatif local. Et puis, on va se concentrer sur les plus petites entreprises, ceux qui se créent, ou les associations. Et on va commencer avec vous, Mathieu Domas. Vous êtes directeur général, pardon si je me trompe sur votre titre, du réseau APA, et président du collectif AMAEL, qui réunit différents acteurs du secteur, vous direz lequel. Alors, justement, sur quel secteur travaillez-vous et quelle est la singularité de votre approche ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis le directeur général du réseau APA. Le réseau APA, c'est un réseau d'entreprises associatives. Les associations sont bien des entreprises, ne sont pas des sociétés, présentes dans le Grand Est. Mais globalement, ce réseau est composé vient en aide à un peu moins de 60 000 personnes au quotidien, personnes âgées, personnes en situation de handicap, à domicile en particulier. Et le réseau APA, avec deux autres associations, a créé AMAEL, qui est, et donc j'en suis le président, qui est un collectif d'aide et de soins, le premier collectif associatif de l'économie sociale et solidaire qui a comme vocation de fédérer des associations en France qui sont sur le même champ que nous, c'est-à-dire l'aide à domicile, le soin à domicile pour les personnes âgées, mais globalement pour toute la population de 0 à 99 ans et plus, puisque nous gérons aussi des crèches, des résidences autonomie, des maisons de retraite. Et donc l'ambition, c'est de porter haut et fort, finalement, la voix de ces associations, qui, pour rappel, ont toutes été à peu près créées entre 1945 et 1960 pour permettre de répondre à des besoins. Et je nous souhaite à tous d'avoir un jour ces besoins-là, parce que ça veut dire qu'on vieillit. Laissez-nous un peu de temps. Et donc ces associations ont été créées entre 45 et 60, bien avant qu'on parle de business, bien avant qu'on parle de silver economy, bien avant qu'on parle de marché des services à la personne. Et malheureusement, donc, ces associations n'ont pas les réflexes de la communication, du marketing, du développement, de la marque employeur. Et donc, on a à quelques-uns créé AMAEL, qui aujourd'hui est composé de 22 associations, présents pas encore sur toute la France, mais on a l'ambition d'y parvenir. On accompagne 75 000 personnes au quotidien et on compte sur 9 000 collaborateurs et à peu près 1 millier de bénévoles. Et dans votre approche, qu'est-ce qu'il y a de singulier ? Parce que vous pourriez dire, bon, finalement, on est un EHPAD, vous avez des crèches, mais on est un EHPAD avec un statut associatif, mais on fait la même chose, finalement. Or, il me semble, quand on avait discuté, j'avais l'impression que votre singularité, c'était de prendre soin à la fois des gens, enfin des humains, et de la planète, et que tout ça, ça faisait de vous un acteur singulier dans cette... sans vouloir juger les autres, mais enfin quand même. Oui, absolument. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Notre singularité, elle se situe à plusieurs niveaux. On est d'abord des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que notre but n'est pas un but de lucrativité, mais c'est un but non lucratif, de gestion désintéressée, avec une mission qui va au-delà de simplement faire des résultats. Deuxième singularité, c'est que la performance pour nous, elle se décline en 3 niveaux. La performance sociale, d'abord, parce que 9000 salariés, ce sont des emplois non délocalisables, des emplois durables sur des territoires. Ça permet de faire vivre des territoires, y compris des territoires ruraux.
Donc il y a une vraie performance sociale recherchée, et on veut faire, avec Amael, on veut faire de ces métiers des métiers à part entière, reconnus, valorisés, ce qui n'est pas encore malheureusement le cas. Deuxième niveau de performance, c'est la performance économique, évidemment, puisque nous sommes des entreprises et que, comme ça a été dit précédemment, l'ESS et les associations, en tout cas nous ne sommes pas subventionnés. On fonctionne simplement avec des fonctionnements de tiers payants des départements, pour éviter simplement que les familles versent 100% de la facture. Voilà. Donc nous ne sommes pas subventionnés et nous avons un modèle économique à faire vivre et donc une performance économique à avoir pour que nous puissions pérenniser nos associations, pérenniser nos structures de l'économie sociale et solidaire et être encore là dans 10 ou 20 ans. Et le troisième point en matière de performance, c'est la performance environnementale. Alors, vous allez me dire, quand on fait, parce qu'on a très peu d'EHPAD, hein, on fait essentiellement de l'aide et de l'accompagnement et du soin à domicile. Donc, quand on fait ces métiers-là, on n'est pas... On circule. On circule. On a besoin de voitures. On a un impact carbone qui est loin d'être nul. Donc, on y travaille. On y travaille en proposant des solutions de vélo électrique, en proposant aussi des petites amies électriques. On travaille avec la fondation EDF, par exemple, qui nous a permis d'en acheter, de les mettre à disposition. Nous travaillons sur un partage de bonnes pratiques aussi, parce que bonnes pratiques environnementales pour les auxiliaires de vie, les aides à domicile, ça passe par des petits gestes du quotidien autour de la lumière, de l'énergie, mais ça passe aussi par, plutôt que de consommer des produits de lessive, peut-être que je peux les faire moi-même avec une approche un peu plus biologique. Voilà des exemples de ce qu'on fait, sans parler des crèches qui sont, pour certaines d'entre elles, notamment dans le sud de la France, labellisées écolo-crèches. Voilà, donc cette préoccupation écologique, elle est omniprésente et elle fait clairement partie de la performance de nos associations. Oui, et il y avait, me semble-t-il, aussi un dernier point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que vous m'avez parlé d'écosystème, vous m'avez parlé de passer de la compétition à la coopétition, pardon, j'ai mal à le dire, c'est un mot à la mode, commence à être galvaudé, mais bref, coopération, et comment finalement vous travaillez en écosystème, même avec les acteurs qui pourraient être considérés comme des compétiteurs et qui sont des acteurs privés du secteur. Alors, effectivement, je vous avais dit ça quand on s'était eu, parce que... c'est toujours vrai, parce que ça fait 3 jours. Non, c'est toujours ça. C'est toujours vrai, j'espère que ça sera durablement. Effectivement, on vient d'un monde de la compétition. Ces dernières années, la concurrence exacerbée. Aujourd'hui, dans notre milieu, on n'oublie pas une chose, c'est que les familles, quand elles font appel à nous, c'est très peu pour du confort. Ça arrive, mais c'est très peu pour des raisons de confort. Généralement, quand on fait appel à nos associations, on est une famille avec un aidant qui s'épuise, voire qui est épuisé, avec un parent âgé qui a besoin d'aide, et c'est juste pas une option, l'aide. Et malheureusement aujourd'hui, compte tenu d'un certain nombre d'éléments existants, notamment sur la difficulté à recruter des professionnels qui font ces métiers, eh bien nos associations ont énormément de mal à avoir de la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, on n'est plus en recherche de clients, de patients, de bénéficiaires, de personnes à aider. On n'est plus en recherche. Cet été, je vous ai dit tout à l'heure qu'on accompagnait 75 000 personnes. Cet été, on a refusé 1000 aides parce que nous n'avions pas de personnel. Et donc, quand je dis on passe d'un modèle de compétition à un modèle de coopération, ça veut dire que quand on a une famille désespérée, au bout du rouleau, notre job, en responsabilité, c'est d'essayer de lui trouver une solution, même si c'est pour appeler le concurrent du coin de la rue, qui ne partage pas forcément toujours les mêmes valeurs, mais peu importe, on cherche des solutions pour les familles et on les met en relation avec ces compétiteurs qui sont finalement des collègues, parce que la société a besoin de nous et la société a besoin de coopération aujourd'hui et beaucoup moins de compétition. Et juste une réponse courte, si vous voulez bien. J'imagine que quand vous les mettez en contact avec un groupe privé coté en bourse, par exemple, sans vouloir les citer, les prix ne sont pas les mêmes, non ? Non, les prix ne sont pas les mêmes, c'est souvent plus cher. Mais en même temps, aujourd'hui, ce qui nous importe... C'est-à-dire que le client, enfin, ou votre futur... Il a le choix. Oui, mais il ne peut pas forcément. Non, mais à un moment donné, l'idée, c'est de lui proposer une solution.
et de ne pas le laisser sans solution. C'est ça notre job, c'est de faire en sorte qu'il y ait une solution à un besoin vital d'exprimer. Ok, on y reviendra tout à l'heure peut-être sur la question du prix, mais on n'aura pas le temps, enfin tant pis. Et puis on passe, je me contredis dans la même phrase, au dernier intervenant, Anthony Sediki. Alors vous avez lancé un projet hyper innovant pendant le confinement. Vous en êtes aujourd'hui, je crois, le directeur. Alors aujourd'hui, ça s'appelle Distrifab, un projet qu'on va voir est passionnant, qui a été très rapide, s'est développé très rapidement. Mais vous l'avez d'abord lancé sous une autre étiquette, en quelque sorte. Ça s'appelait Visière solidaire, tout au début du confinement, en avril 20. Alors racontez-nous comment l'aventure a démarré. Parce que je trouve ça passionnant, en fait. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Oui, l'aventure a commencé sur une idée complètement désintéressée d'une amie, une connaissance de ma femme qui souhaitait simplement se protéger en tant que médecin urgentiste. Et c'est de là que j'ai commencé à modéliser et à imprimer la première visière, à la distribuer. Une visière comme ça, visière pendant le Covid, protection, voilà, de juste protection. un bout de plastique, que ce soit clair en fait, à mettre devant le visage pour les aider à se protéger. Et quand j'ai vu l'accueil de cet outil de protection à ce moment-là, c'était assez exceptionnel et ça m'a forcé à continuer. Du coup, j'ai fait 2-3 services d'urgence dans la foulée et l'accueil était toujours le même et c'est là que ça s'est envenimé. J'ai fait un appel sur Facebook à la base pour avoir de l'aide au niveau de la matière première et on s'est retrouvé du 14 mars au 1er avril à moi tout seul à plusieurs milliers de makers. On est monté au plus gros à 15 000. Qui produisait gratuitement et fournissait gratuitement pour toute la France grâce à des imprimantes 3D. On a très rapidement eu l'aide de la FM Téléthon et des associations pour nous aider à nous structurer et à prendre les demandes et éviter de livrer 2-3 fois les mêmes établissements. Et on cherchait à répondre de façon très efficace, la plus efficace possible, même si c'était gratuit. On faisait une offre de service, quoi qu'il arrive, au plus proche de la demande. Donc le maker qui participe à l'opération fournissait la visière de protection à l'établissement qui était proche de chez lui. Ça a pris des proportions assez incroyables. L'association a été montée le 1er avril. On a livré de ce qui a été officiellement comptabilisé 1 500 000 visières en France et à l'étranger, grâce à l'impression 3D. Et c'est de là qu'est venue l'idée de capitaliser, si je peux m'exprimer ainsi, sur l'outil de production qu'est l'impression 3D, qui a permis de répondre à un besoin urgent à un moment où l'industrie française n'était pas à ce moment-là en capacité de répondre. Donc c'est de là que tout a démarré. Hop, qu'est-ce que c'est devenu, quoi? Voilà. Qu'est-ce que c'est devenu? C'est toujours une association, mais heureusement on ne fournit plus de visières, parce que la nécessité n'est plus là. Ça va peut-être reprendre, hein. Ça J'espère va augmenter de 15%. En tout cas, on sera prêt cette fois. Et l'idée, justement, c'était de capitaliser sur toute cette expérience, ne serait-ce qu'au niveau des gens qui ont pu aider et des entités qui ont pu aider, que ce soit les citoyens, les associations, les entreprises, puis les collectivités, et de réussir à créer un écosystème qui nous permette de reproduire ce qu'on a pu faire de façon très résiliente dans un moment où tout était compliqué, dans une économie, on va dire, standard. Donc pour ce faire, on a créé donc l'association Visière Solidaire qui a porté un tiers-lieu, vous en parliez tout à l'heure, qui s'est ensuite labellisé en manufacture de proximité pour permettre d'accueillir et de proposer l'accompagnement et la formation de personnes sur le numérique et sur la production numérique notamment, au-delà de la production qu'on peut faire en impression 3D. C'était où ça? J'ai oublié. À Épinay-sous-Sénart, en Ile-de-France. Pas loin d'un QPV d'ailleurs, qui fait qu'on a pas mal d'activités de formation pour ces populations. Et il fallait un modèle économique, on en a beaucoup parlé, l'économie sociale et solidaire, il y a économie, donc il fallait bien trouver un moyen financier au-delà des subventions, et on a créé la société qui s'appelle Cosmix, qui fabrique des imprimantes 3D françaises. À la base, on l'a créée pour financer l'association, et aujourd'hui on a évolué de façon assez rapide, si je puis m'exprimer également ainsi, en passant d'une structure qui n'existait pas à une structure qui a été labellisée Jeune Pousse, lauréat Jeune Pousse à Global Industries, au niveau de l'outil de production qu'on a pensé par rapport à ce qu'on avait subi comme contrainte pendant le confinement. Donc l'idée de base de la fabrication distribuée et de Distrifab dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est d'être en capacité de produire différemment.
Aujourd'hui, quand on parle industrie et qu'on parle production, on a principalement des usines avec des grosses unités de production, beaucoup de personnes, beaucoup de volume, beaucoup de charges, que ce soit en termes d'électricité, de charges fixes par rapport au foncier. L'idée, c'est de répartir cette charge de production avec ce qu'on appelle des micro-usines, et l'impression 3D s'y prête parfaitement, pour permettre, plutôt que d'envoyer des produits à travers la France, mais envoyer plutôt de la data. Donc on fait rentrer la data dans l'histoire, pour permettre d'envoyer ce que j'appelle une recette de production à l'échelle territoriale pour démarrer des petites unités agiles qui vont permettre de répondre à un besoin très ciblé localement. Et par exemple, pour qu'on se représente mieux les petites machines, Oui. Elles produisent quoi? Beaucoup de choses. Par exemple, pas toutes, c'est- mais ouais. Je peux vous donner quelques exemples. On a fait forcément les visières, on fait des pièces pour l'aéronautique, on fait des pièces pour du prototypage, pour de la petite série. On travaille avec des magasins de bricolage sur des appareillages de luminaires. En fait, l'avantage que donne l'impression 3D, c'est qu'on peut passer d'une production à l'autre en un instant sans avoir de grosses charges de modification ou de temps à passer, juste en changeant le fichier et la matière dedans. On peut également, grâce au travail qu'on a fait, garantir une répétabilité, parce qu'il y a un sujet qui est quand même assez primordial en impression 3D, c'est la vitesse d'impression. Si vous avez déjà vu une imprimante 3D travailler, c'est assez lent. L'idée qu'on en avait, c'est de multiplier le nombre d'unités de production, donc passer de une machine à 10, 20, 30, 40, 50. Dans un même lieu, ouais. Dans un même lieu, pour permettre d'imaginer cette entité de production comme une seule et même machine qui est très agile et très productive. Et on arrive, pour vous donner un ordre d'idée, pendant le confinement, les visières, on produisait 3000 visières par tranche de 24 heures avec 22 machines, l'équivalent d'un investissement de 22 000 euros. Et c'est du matériel français. Et ça coûte combien une machine? Aujourd'hui, la machine est à 3 500 euros hors taxe. L'idée, c'était de réussir à conserver, malgré le fait de fabriquer un maximum en France et de produire une partie des pièces grâce aux imprimantes 3D, c'était de contenir le prix pour vraiment imaginer l'unité de production comme plusieurs machines. Parce que comme j'expliquais, une seule machine, c'est assez peu productif. Ouais, bien sûr. Donc il Ça fallait peut assez contenir le prix et ensuite proposer toute une offre du service autour. Et vous avez dit que c'était des machines françaises, Tout à fait. ce qui peut pouvoir dire tout et n'importe quoi. Oui. Tous les composants de la machine sont français. Non, c'est malheureusement impossible à l'heure actuelle. C'est pas faute d'avoir essayé. D'accord. Le châssis vient de France, l'acier également, avec des partenaires Et industriels. les composants en sont Normandie. coréens, quoi. Les composants électroniques sont majoritairement chinois. Parce que c'est les seuls aujourd'hui à avoir la capacité à produire ces éléments-là, sauf en jeux stratégiques où elles sont réservées et où on peut encore les faire en France, mais sinon c'est principalement en Chine. Pour tout le reste, la mécanique et l'assemblage, le design est fait en France. Les seules pièces que malheureusement c'est bien de le stipuler parce que c'est un vrai enjeu également, c'est l'électronique dans ce pays. J'ai tout essayé et on n'est pas en capacité de se fournir en électronique ailleurs qu'en Chine aujourd'hui sur ces composants-là. Merci de cette réponse transparente. Je vous en prie. Alors, on a bien compris, je crois, l'utilité sociale territoriale, puisqu'on produit localement, distribue localement, on revitalise un territoire. On va parler de Distrifab, du coup. Dans 5 ans, ça ressemble à quoi? On se projette, sûrement autre chose, mais votre vision aujourd'hui? La vision est plutôt claire. Je vais prendre quelque chose qu'aujourd'hui que tout le monde connaît, c'est le marketplace Amazon. Imaginez un marketplace sur lequel, au lieu d'avoir juste un distributeur et un client, vous avez un designer, un producteur ou des producteurs si c'est un produit manufacturé, et un client. Et l'idée, c'est que plutôt que de tout rassembler dans une seule usine, on va mettre en relation des PME industrielles, c'est un vrai enjeu industriel d'ailleurs au niveau des territoires, de les mettre en lien pour les faire travailler et leur augmenter leur volume de chiffre d'affaires pour permettre de répondre aux besoins de façon locale. Donc il y a tout un travail d'identification à faire au niveau des capacités de production qu'on est en train de faire avec l'Université Clermont-Auvergne pour permettre de mettre en lien sur ce marketplace qui sera totalement transparent pour le client. C'est simplement que lui, quand il va passer commande, au lieu que la pièce soit fabriquée et transportée de Chine, elle sera produite tant que faire se peut en France et localement. Donc plus il va y avoir forcément de producteurs compatibles et plus on aura des produits qui seront locaux et avec une livraison le plus court possible. C'est un vrai sujet, la logistique. Et si vous avez besoin d'investisseurs, je vous propose d'aller voir Sébastien. Alors, on va bientôt passer à la parole à notre cher auditoire. Je voudrais juste commencer par poser une question. Je trouve que vous avez toutes les 4 des projets
très intéressants, impactants, fondamentaux. La question, c'est pas chez à l'échelle, on le dit souvent, mais enfin, c'est d'essayer d'accélérer tout ça pour que ça devienne la pratique presque courante et non pas les 10% que représente aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. Une idée, chacun, ou peut-être pas chacun, comme vous voulez, pour essayer de démultiplier l'impact de ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous manque? Vous allez très vite, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais qu'est-ce qui peut vous manquer aujourd'hui? Qui veut répondre à cette question piège? Non, c'est pareil. Alors, ce qui nous manque pour développer la passerelle aujourd'hui, c'est de pouvoir identifier dans les quartiers prioritaires de la ville qu'on cible des lieux, du foncier ou des bâtiments. C'est clairement ça le sujet pour nous. Et donc, ça nécessite de travailler, comme je disais tout à l'heure, avec des alliances très fortes avec tous les acteurs locaux. Et c'est la condition pour qu'on déploie très très vite. Et vous avez déjà trouvé un ou deux autres lieux ou pas? Parce que s'il y a des maires dans la salle, vous pouvez accueillir ce projet. Oui, on a vraiment quelques pistes, puisque notre ambition, c'est une dizaine d'ici 2025, donc ça approche. Donc oui, on a des pistes. Mais c'est que des pistes, vous ne pouvez pas nous en parler? Non, c'est sûr. Ce serait bien de faire ça là, non? Produirable, non. Ok, j'aurais essayé. Une autre idée? Un autre besoin? Ouais. Nous, clairement, dans l'accompagnement de la dépendance, l'accompagnement des personnes fragilisées par l'âge, la maladie ou le handicap, on a clairement besoin de main-d'œuvre. On a besoin aussi d'avoir des moyens par rapport aux ambitions politiques affichées pour que le coût ne pèse pas simplement sur les personnes âgées ou leurs familles. Donc là, il y a du courage politique à avoir et une application maintenant réelle, ça fait 15 ans qu'on en parle, de la loi sur la dépendance et le financement de la dépendance. Parce que le financement de la dépendance permettra d'augmenter les rémunérations ou d'organiser différemment, parce que ce n'est pas que la rémunération, c'est aussi l'organisation du travail des salariés, de collaborateurs dans ces métiers, et du coup d'attirer davantage. Et si on attire davantage, eh bien on peut prendre en charge davantage de personnes et respecte le libre choix des familles et des personnes âgées de vivre à domicile le plus longtemps possible. Ok, appel au financement et au gouvernement et au courage politique. Donc, merci. Je vois que vous bouillez, vous avez tellement envie de poser des questions, donc c'est à vous. Et on a 5 minutes, donc on a vraiment du temps. Qui veut se lancer et poser la première question? Il suffit de lever la main. Vous n'avez pas de questions par rapport à ces interventions brillantes et engagées? Je suis sûr que si, quand même. Si, une derrière. Vous voulez bien je crois qu'il y a un micro, c'est peut-être fait pour ça, j'en sais absolument. Si vous levez quand on vous voit, voilà. Vous dites qui vous êtes et puis vous posez votre question, ce serait génial. Merci. Merci. Alors, les critères de succès de la passerelle, c'est tout à la fois. C'est l'engagement des habitants, c'est primordial parce que c'est pour eux qu'on crée de l'impact. C'est tout à la fois. C'est-à-dire qu'il faut, et c'est ça qui est compliqué dans le déploiement de ce modèle, c'est qu'il faut à la fois trouver un lieu, créer des alliances avec les acteurs locaux, publics comme privés, et engager les habitants. Et tout ça en même temps, effectivement, ça peut freiner un peu le déploiement et l'ambition très forte qu'on a. Et j'avais une petite question. Je rebondis après, c'est à vous, monsieur. Est-ce que vous n'êtes pas vu parfois par des acteurs locaux qui font déjà presque la même chose, comme des concurrents? Qu'est-ce qu'ils viennent faire, nous prendre l'argent et faire des trucs ici, alors que ça fait 20 ans qu'on se bat?
Parce que j'ai eu ça sur un autre projet, moi. Oui, alors on a effectivement, quand on a commencé ce projet, on a eu à faire face à un déficit de crédibilité, je dirais. Effectivement, tout le monde se disait, mais qu'est-ce que Sodexo vient faire là réellement? Et parce qu'on a fait le choix de s'ancrer physiquement par le biais d'un bâtiment dans le territoire, les choses sont devenues plus concrètes très vite. Et autre chose, on ne vient pas se substituer, enfin, on vient pas grignoter la part des subventions, parce qu'on n'est pas du tout. Pas de subvention, mais je voulais dire, c'est mon précaré. Oui. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, quoi. Alors, c'est toute la difficulté du projet, comme je disais tout à l'heure. Il faut pas arriver en disant on va vous expliquer. Il faut être très humble. Et il faut trouver sa place dans un écosystème qui existe et qui, au bout d'un moment, voit bien l'intérêt de travailler avec nous, parce qu'on apporte ce qui n'est pas encore sur le territoire. Mais ça a été très compliqué. Aujourd'hui, on a un pilote, on a quelque chose de concret qui donne des résultats, on a une preuve, concept, et donc ça devient plus facile. Mais ça a été 3 années de longs échanges. Un chemin, quoi. Voilà, on apprend sur le chemin. Et d'ailleurs... À vous. C'est pas bien, en revanche. Oui. Oui. Rapide, hein, question. Allez-y. Ok. Hopkins. Yeah. Alors, ok, d'accord. Alors, il y a 2 questions. Est-ce que vous êtes prêt à aider ce monsieur dans son étude? Oui, bien entendu, de mon côté. On y a déjà réfléchi. C'est un oui, je dirais, unanime. Voilà. Et moi aussi, je peux m'engager à le faire. Et deuxième question, peut-être à vous. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question sur la transition écologique qui permet justement d'accélérer sur la formation et sur la réponse à la question du chômage. Voilà. Si j'ai le modèle de la fabrication distribuée pour la mettre en avant, il y a un sujet qui est, vous avez parlé de beaucoup de choses en fait, la qualité du travail, qu'est-ce qu'on attend en fait de notre travail au quotidien. C'est beaucoup de questions qui sont posées notamment suite au confinement et le temps qu'on a eu pour réfléchir, on va dire, pour certaines personnes. Moi j'ai pas eu le temps, mais c'est un autre sujet. Toujours est-il que réfléchissez très vite. J'ai bien ressenti ça également dans le modèle qu'on essaie de mettre en place avec les équipes, à la recherche d'un but et d'un, pas forcément d'objectif financier, mais plus sociétal. On s'est rendu compte qu'on avait plus envie de se tourner vers tout ce qui était aide à l'autre, tout ce qui pouvait donner du sens au quotidien au-delà de l'argent. Et je pense que l'emploi local et territorial est un des meilleurs moyens aujourd'hui pour répondre à un besoin, on va dire, de personnel, parce que c'est un besoin personnel, d'épanouissement, dans le sens où on va agir pour son territoire, dans son territoire, donc on va côtoyer les gens de son territoire avec ses problématiques et essayer d'y répondre naturellement. Donc je pense qu'en essayant déjà de ramener le travail au plus proche de son lieu de vie, on va participer à ce phénomène qui va être de s'ouvrir aux autres et de retrouver un sens en fait au mot travail et la noblesse de ce mot au-delà du fait d'aller travailler juste pour de l'argent. Merci. Qui veut rebondir? Vous voulez, Isabelle? Vous voulez? Non, pas spécialement, vous voulez. Juste, effectivement, on a cette préoccupation. Je parlais tout à l'heure de bâtiments hybrides. Ça fait partie aussi de
de notre contribution à une ville différente, durable. Arrêter de construire des bâtiments avec un usage unique et tout ça crée aussi des métiers en termes d'animation. Oui, un bâtiment qui peut vivre le jour, la nuit, pour des occupations différentes, etc. Ouais. Ouais, juste un élément de réponse. J'entends dans votre question redonner du sens. Là, je prends avec notre casquette de banquier, c'est pas toujours le métier de banquier est très peu valorisé, pas forcément une très bonne presse. Et pour autant, avec ces sujets-là, justement, on redonne du sens à l'ensemble des collaborateurs qui ne travaillent plus sur faire un prêt à tel taux, mais échangent avec ses clients sur les enjeux qu'il a dans son modèle économique et dans son activité pour aller vers une transition saine. Et c'est ces sujets-là aujourd'hui qui sont au cœur de nos discussions. Donc c'est un métier qui existe, mais qui se transforme totalement dans ses réflexions. Et qui sera normé. On a évoqué un peu les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics vont justement aider le monde financier à aller dans ce sens-là et à mesurer ses impacts et à transformer sa façon de faire. ESG, la taxonomie européenne, etc. À vous pour peut-être le mot de conclusion. Je vois qu'on s'en va déjà. Ouais, petite question rapide. Juste pour répondre à la question en disant que dans nos métiers, j'évoquais tout à l'heure passer d'un mode de compétition à un mode de coopération. C'est aussi quand on a cette préoccupation d'un territoire et en se disant bah, tiens, Madame Muller, elle est auxiliaire de vie dans le village X, eh bien, on va lui donner prioritairement les gens de son village en termes de mission et d'action, plutôt que de la faire changer de village et de demander à quelqu'un d'autre d'une autre société ou d'une autre association de venir. Donc l'impact écologique, il se traduit aussi par des changements organisationnels qui ont des impacts financiers, mais aussi sur la qualité de vie au travail. Et puis environnemental, on se balade moins quand même. Question rapide, vous vouliez. Et puis après, on arrêtera. Oui. Alors, quand on arrive sur un territoire, la découverte des associations qui sont actives, on l'a fait par l'intermédiaire de la structure municipale. Hein. Il y a une direction des associations et c'est par leur intermédiaire qu'on est connecté à ces associations ultra-locales. Mais au fur et à mesure de l'avancement du projet, effectivement, on découvre d'autres associations où on amène d'autres associations sur le territoire quand elles n'y étaient pas, pour apporter encore autre chose. Mais alors Vox Populi, je peux vous dire, mais voilà, on a besoin de ce relais aussi de la mairie pour nous connecter avec les bons acteurs avec le tissu très actifs. Local. Merci beaucoup, merci à vous, merci aux intervenants. On s'arrête là. Voilà, à bientôt.